Il est une île, tout au nord du continent d'Orgath, où l'on dit que l'architecture est un art perdu. Toute une partie de sa côte est constituée de banquises. L'intérieur des terres est une vaste étendue d'herbe, rase et stérile. Et au milieu, trône le Tengri, un volcan immense plongé dans un demi-sommeil depuis des millénaires. De mémoire d'homme, personne ne l'a jamais vu en éruption. Mais lors des années où la saison chaude est si intense que même les neiges éternelles fondent, on dit que le cœur du volcan est visible à certains endroits, tout en haut. Son cœur infernal est empli d'une substance infâme qui signera la fin de toute vie sur l'île, le jour où l'éruption surviendra. C'est une île de glace et de feu. C'est ainsi que l'on explique son nom, Sneldern, dans lequel on retrouve les anciennes appellations de la neige, Snelli, et du feu, Derni. Les Snelderni ont dû s'adapter au Tengri, ce péril dormant. Le voyageur qui parcourt leurs terres découvre que malgré leur poterie fine, leur maîtrise des métaux les plus sophistiqués, leurs joyaux parfaitement ciselés, malgré tous leurs arts raffinés, les Snelderni vivent dans des édifices fragiles et éphémères. Leurs habitations sont en tissu lors des 4 semaines de saison chaude et en peau de bête pendant les longs mois d'hiver. Les érudits du continent avancent que c'est pour se préparer à l'éruption du Tengri. Mais sur l'île, on sait que s'il est interdit de construire avec le bois et la pierre, c'est à cause du palais du roi Lyr. Lyr fut le premier roi de Sneldern. C'était un seigneur mineur du royaume voisin, le Skadan, avec lequel Sneldern entretient des liens très étroits. Ses droits de naissance ne suffisaient pas à satisfaire son avidité. Alors il partit en mer et posa le pied sur l'île. Il y trouva des peuplades pacifiques et nomades, sans réelle hiérarchie. Il décida qu'il leur en fallait une. Il décida qu'il serait leur roi. Il le devint en termes d'une campagne d'unification courte et efficace. Il installa une langue commune, une administration. De cette terre d'errants, aux traditions multiples, il fit un royaume homogène qui devint bientôt rival du Skadan voisin. De nos jours, on loue encore le roi Lyr pour ses dons de bâtisseur. Mais ce don causa sa perte. Lyr voulut se construire un palais qu'il devait léguer à ses enfants et aux descendants de ses enfants, sur 1000 générations. Autour du Tengri, le sol est parcouru d'une roche volcanique, noire et lourde. Cette roche est entièrement sertie d'une pierre précieuse, aux reflets changeants selon la lumière du jour. Ambre, lilas, ocre et même indigo, cette pierre connaît plusieurs teintes. Elle est reconnaissable à sa forme de goutte, qui lui donne son nom, la larme volcanique. Lyr ordonna l'extraction de cette roche. On apporta des milliers de chariots remplis à la zone, qu'il jugea acceptable, en haut d'un plateau, à l'ouest de l'île. Là, il fit construire le somptueux palais dont il rêvait. Et on vint du monde entier pour l'observer. De mémoire d'homme, c'était le plus bel édifice au monde. La roche volcanique noire, dans sa beauté froide et brute, s'ornait de reflets aux couleurs chatoyantes, changeant au gré des lumières du soleil. La pierre donna son nom au palais, un nom funeste qui aurait dû déplaire à Lyr s'il avait eu assez d'humilité pour être superstitieux. Partout, l'édifice était nommé le Palais des Larmes. Un jour de fête, où la reine du Skadan elle-même vint rendre visite au roi Lyr, celui-ci s'exclama « Mon palais est tel que même Aptéon, le dieu bâtisseur, serait incapable d'en construire un aussi beau. » Cette parole parvint aux oreilles d'Aptéon, qui décida de le visiter. Il se vêtit d'un accoutrement fastueux, aux lourdes fourrures, aux bijoux sertis des pierres les plus rares et d'une couronne de bois précieux aux rainures fines et délicates. Ainsi apprêté, il vint en visite auprès du roi Lyr. Il annonça au roi qu'il était un monarque d'un pays lointain, venu voir ce palais dont on parlait jusqu'au bout du monde. Le roi l'accueillit avec tous les honneurs et lui annonça qu'il lui ferait visiter le palais le lendemain, à l'aube. Aptéon accepta, mais trouva cela étrange. Pourquoi attendre l'aube ?
Si le palais était si beau, il devait l'être de nuit comme de jour. Au milieu de la nuit, on va réveiller Abthéon. Lyre lui demanda de le suivre. Ils devaient chevaucher, il leur restait 2 heures avant le lever du soleil. Abthéon était perplexe, mais il suivit Lyre. En son fort intérieur, il pensa que Lyre allait se dérober, qu'il avait inventé un stratagème pour ne pas lui faire visiter son œuvre. En quittant le palais, Abthéon se retourna pour le voir. Ce n'était qu'une masse sombre dans la nuit noire. Il était à la fois déçu et satisfait que la beauté de ce palais soit un mensonge. Ils chevauchèrent longuement et grimpèrent au sommet d'une montagne voisine. Au moment où l'aube étendait ses doigts roses sur les plaines de Sneldern, Lyre s'arrêta, satisfait, et dit à son invité : « Voyez mon palais, le palais des larmes. » Abthéon plissa les yeux. Au loin, un joyau lumineux s'épanchait sur l'herbe humide et rosée. Ce joyau, c'était la lumière du ciel et toutes les couleurs du monde, concentrées en un édifice. Sous les yeux d'Abthéon venait d'apparaître le palais des larmes, la plus belle construction qu'on eût vue de mémoire d'homme et de Dieu. Abthéon détourna le regard, défaillit, tomba de cheval. Il tourna le dos au palais et resta ainsi, voûté sur lui-même. Lorsque Lyre, satisfait de l'effet provoqué, voulut le relever et le ramener au palais pour déjeuner, Abthéon refusa et dit au roi de rentrer sans lui. Il avait vu ce qu'il voulait voir et quitterait cette île dans la journée. La journée passa. Dans la salle du palais, où il dînait, Lyre racontait à ses enfants l'ébahissement de son visiteur. Il alla dormir le sourire aux lèvres, empli de sa propre gloire. Sur la montagne voisine, Abthéon n'avait pas bougé. Il n'osa se retourner vers le palais qu'une fois la nuit tombée. Là, il ne vit à nouveau qu'une masse sombre dans la nuit noire. Ce palais avait besoin de lumière pour vivre. Il comprit pourquoi ce palais était beau, et il fut pris d'une détresse immense. Ce matin à l'aube, Lyre lui avait fait découvrir un moment de grâce, celui des premiers rayons obliquant sur son palais, un moment fugitif, un moment précieux parce qu'il ne dure que quelques minutes. L'avantage des humains sur les dieux, c'est qu'ils sont mortels. Ils sont capables de connaître la beauté réelle, la seule beauté qui vaille, celle qui a un début et une fin. Les dieux ne connaissent pas la beauté majestueuse des choses qui meurent un jour. Abthéon comprit qu'il était face à un phénomène qui le dépassait, et que ce phénomène allait survenir encore, c'était imminent, d'ici quelques heures. La détresse laissa place à la terreur. Abthéon ne supporterait pas de voir une nouvelle fois l'effarant spectacle de l'aube qui embrasse le palais des larmes. Il ne tolérerait pas une fois de plus cet affront d'une beauté qu'il ne pouvait reproduire. Et la terreur se transforma en haine. Le dieu bâtisseur posa la main sur le sol, et la roche se transforma. Une tête massive et anguleuse, un corps large, des bras trop longs, des jambes épaisses. Une silhouette immense apparut grâce au pouvoir d'Abthéon. Un géant de pierre était né, que le dieu bâtisseur ne daigna pas même rendre beau. C'était un corps contrefait, grotesque, sans grâce aucune, fait pour la destruction uniquement. Sur ordre d'Abthéon, le géant parcourut la plaine, et peu avant l'aube, il parvint au palais. Là, il piétina l'édifice. Aucun homme n'a connu pire détresse que celle du roi Lyre au moment où il fut réveillé par la destruction de son œuvre. Il ne comprenait ni ce qui lui arrivait, ni où il avait fauté. Le palais des larmes fut anéanti, ses habitants écrasés par les pierres et ses murs ensevelis sous la terre. Froid et méthodique, le géant besogna longtemps et il ne resta rien lorsque le soleil apparut. Abthéon était satisfait. Il voulait que l'aube qui l'avait ébloui la veille fût la dernière à s'élever sur le palais des larmes. En Sneldern, l'architecture est un art perdu. On ne construisit plus jamais d'édifices solides sur l'île, parce qu'on parle encore du roi Lyre, qui dit un jour qu'Abthéon lui-même ne pouvait construire de palais aussi somptueux que le sien.
Le roi Lear avait raison. Il fut puni pour cela. Aujourd'hui, en parcourant l'île, on voit parfois briller par terre une larme volcanique, une roche noire, un pan de mur ici et là, enterré par le géant et revenu à la surface à l'autre bout du territoire par d'obscurs mouvements du sol. Mais quand on trouve quelque chose, on ne le ramasse pas. Ça porte malheur. C'est un vestige du palais des larmes qui témoigne d'une beauté perdue par l'orgueil d'un homme et la jalousie d'un dieu. On dit qu'il reste des ruines profondément enterrées, mais on ne creusa jamais à leur recherche. C'est une zone maudite que l'on évite, parce que lorsqu'on s'en approche, le vent nous apporte une voix. Sur les ruines du palais des larmes, les pleurs du roi Lear résonnent encore. Dans la plaine, quand la terre tremble et que l'herbe frémit, les plus superstitieux rassemblent leurs affaires et emportent leur maison en tissu. Ils disent qu'il faut partir parce que le géant Aptéon passe non loin et il détruira tout sur son passage dans son errance impitoyable. Car Aptéon n'avait pas doté d'œil son géant de pierre pour qu'il ne soit pas ému par le palais des larmes et ne désobéisse à son créateur en refusant de détruire le plus bel édifice qu'on eût vu, de mémoire d'homme et de Dieu.